tous et bienvenue dans l'Observatoire by Orpi en direct du Salon Rent. Alors nous sommes ensemble pour une quarantaine de minutes pour une émission consacrée à la nouvelle cartographie immobilière et aux nouveaux usages des clients avec la crise sanitaire. Alors pour en parler, nous sommes avec Christine Fumagalli, présidente d'Orpi. Bonjour. Bonjour. Stéphane Moquet, directeur général d'Orpi. Bonjour Stéphane. Bonjour Ariane. Nadia Ozano, directrice générale adjointe d'Opinionway. Bonjour. Et Agathe Machavoine, cofondatrice et responsable produit d'Hublot. Bonjour à tous. Alors nous aurons aussi la participation à distance du préfet Roland Mouchel-Blaiseau, directeur du programme Action Cœur de Ville. Alors avant de voir comment s'adapter quand on est professionnel de l'immobilier, comment s'adapter pour répondre aux attentes des Français et à la nouvelle cartographie immobilière, eh bien on va commencer tout de suite par un état des lieux. Alors pour cerner au mieux cette nouvelle cartographie, on a à notre disposition les données issues d'un sondage en partenariat Orpi avec Opinionway. On a aussi les données marché Orpi analysées depuis plus d'un an et puis aussi les observations d'Action Cœur de Ville. Nadia Ozano, qu'est-ce qu'on peut retenir du sondage Opinionway ? Alors des chiffres assez intéressants. D'abord, je voudrais juste repréciser le cadre méthodologique. On a interrogé un échantillon représentatif de 1095 Français qui ont été interrogés online, un échantillon de Français représentatif sur des critères habituels de sexe, d'âge, profession, région et catégorie d'agglomération. Et l'étude est toute récente puisqu'elle a été réalisée du 6 au 8 octobre dernier. Alors le premier enseignement, on demandait aux personnes de se positionner par rapport à un certain nombre d'affirmations qui décrivaient finalement la façon dont les différents confinements avaient ou non changé le rapport des Français à la ville. Le premier enseignement, c'est que 12%, donc plus précisément près d'un Français sur 10, souhaitent changer de lieu de vie, ce qui représente, si on extrapole à la population française, environ 5 millions de personnes. Donc on n'est pas sur un petit chiffre. Et ça se répartit plus précisément entre 7% qui ont souhaité s'éloigner des grandes villes pour une ville à taille humaine et 5% qui ont changé de mode de vie et qui habitent à présent à la campagne. D'autres données qui sont intéressantes, c'est que ce changement concerne plus particulièrement les jeunes, près d'un jeune sur 4 dans les moins de 35 ans. On a 7% des Français par ailleurs qui sont restés citadins, mais qui passent de plus en plus de week-ends à la campagne. Donc là aussi, il y a un potentiel important. Et en revanche, sur ceux qui n'ont pas changé, on a quand même parmi eux 53% qui vivent déjà dans une ville moyenne ou à la campagne. Ça, c'est le premier enseignement. Le deuxième enseignement, on leur a demandé quels étaient les critères pris en compte pour sélectionner ce nouveau lieu de vie. 3 critères principaux. Le premier, c'est l'espace de vie, qui est cité par à peu près un Français sur 2, avec une proportion encore plus importante là aussi chez les plus jeunes. Le second critère, c'est le prix de l'immobilier, qui est cité à 43%. On nous cite également le climat de la zone géographique et puis la recommandation de l'agent immobilier qui intervient quand même dans un quart des cas, notamment chez les CSP+. Ces critères, ce sont des critères qu'on va retrouver également parmi les personnes qui n'ont pas encore changé de lieu de vie, mais qui, si elles devaient le faire, se fonderaient sur les mêmes critères. Voilà les premiers enseignements. Merci beaucoup. Christine Fumagalli, est-ce que ces attentes des Français, vous les retrouvez, vous confirmez dans les faits ? Comment le marché s'est tenu depuis un an ? Alors on retrouve effectivement sur le marché exactement ce que l'on vient d'entendre. On a toujours un marché de l'immobilier qui est guidé par tous les critères, les nouveaux critères qui sont nés du confinement et qui font qu'en fin de compte, quand on veut une maison, quand on veut un jardin, les villes comme Paris, les zones très tendues, les centres-villes très urbains, sont moins concernés par ces recherches, ce qui explique l'envolée des villes moyennes. Alors sur ces villes moyennes, on retrouve bien sûr les citadins qui viennent des métropoles, mais on retrouve également majoritairement quand même aujourd'hui, il faut le signaler, les gens en local. Si je prends l'exemple de Limoges, par exemple, on a beaucoup parlé de Limoges, qui est une ville qui a explosé avec le post-confinement. On a aujourd'hui en recherche plus de 54% de personnes qui sont issues de la région ou de la ville de Limoges. Donc pour l'instant, toutes ces villes moyennes n'ont pas encore été perturbées, en tout cas dans leur habitat. C'est sur des villes où on aime vivre, où il fait bon vivre, où les gens en local sont contents de continuer à chercher et à trouver. Mais par contre, on a un afflux effectivement de personnes qui viennent de ces métropoles.
À signaler également Paris, qui est sorti littéralement du top 5 des villes les plus recherchées sur le site orpi.com. Donc là, voilà, c'est un vrai événement. Alors, on va voir tout de suite une vidéo. On a vu la vidéo pendant que Christine parlait. Alors, suite aux différentes prises de parole, Christine, de la ministre du Logement, Emmanuelle Wargon, le week-end dernier, sur les Français et la maison individuelle, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, vous, de l'appétit des Français pour la maison individuelle? Voilà, qu'est-ce que ça vous inspire, maison individuelle contre appartement demain Alors, il ne faut pas opposer les deux modèles. Ça serait, à mon avis, une erreur, surtout qu'on est dans un marché qui manque cruellement d'offres partout en France. Donc, attention aux grands clichés. Ce qui est certain, c'est que les critères qui sont nés du confinement, je le disais tout à l'heure, ce sont des critères où on a envie d'espace, on a envie d'avoir un terrain, on a envie d'avoir du calme, on a envie d'avoir de la verdure. Et forcément, c'est plutôt des critères qui sont aujourd'hui les critères de qualité des maisons, ce qui explique aussi cette envolée sur la recherche maison. L'habitat aujourd'hui dans les immeubles collectifs ne correspond peut-être plus justement à tous ces codes. C'est-à-dire que quand on ne veut pas de bruit, quand on ne veut pas entendre les voisins, quand on veut avoir un jardin, quand on veut avoir au moins un bout de balcon, etc. Et c'est vrai qu'on trouve très peu dans les centres-villes et dans les zones qui sont à forte densité d'immeubles. En tout cas, moi, je traduirais tout simplement qu'il y a une alerte et que, en tout cas dans l'avenir, il faut que les projets immobiliers et la construction s'emparent absolument de ces critères et ces nouveaux critères pour pouvoir ramener, effectivement, notamment dans les centres-villes, ramener tous ces gens qui sont nécessaires pour faire vivre les centres-villes. Donc attention aux conclusions hâtives sur le non-sens écologique. Attention. Merci beaucoup. Christine, on va retrouver tout de suite le préfet Roland Mouchel-Blaiseau, directeur du programme Action Cœur de Ville. Il nous éclaire sur les actions du programme en faveur des villes moyennes et surtout sur les raisons de la création d'Action Cœur de Ville. Roland Mouchel-Blaiseau, directeur du programme national Action Cœur de Ville à l'Agence nationale de la cohésion des territoires et par ailleurs chargé de la coordination interministérielle des opérations de revitalisation du territoire. Le programme national Action Cœur de Ville a été lancé concrètement au printemps 2018. C'est un programme de soutien au développement et à l'attractivité des villes moyennes qui joue un rôle irremplaçable de centralité pour l'ensemble de leur territoire. Ce n'est pas un critère démographique qui a présidé au choix des 222 villes de métropole et d'outre-mer qui ont été sélectionnées, puisqu'on va de Chinon, 8000 habitants, à Limoges, qui en fait 135 000. Mais c'est bien cette fonction de centralité que ces villes exercent pour l'ensemble de leur agglomération, voire au-delà. Quel est le but ? Il est simple à énoncer. C'est de faire venir ou revenir des habitants, des commerces, des services, des activités économiques en ville, à stopper l'étalement urbain, qui est un modèle d'aménagement insoutenable et qui nous a implosé depuis longtemps à la figure, à mettre de l'ordre dans la périphérie commerciale, parce que vous savez que nos agglomérations ont une suroffre commerciale, une prolifération de zones qui ont dévitalisé beaucoup les centres-villes en termes commerciaux. Et enfin, et c'est non des moindres, c'est travailler à reconstruire la ville sur la ville, à faire une ville plus agréable, plus résiliente, plus adaptée au changement climatique et plus naturelle. En fin de compte, la ville à taille humaine auquel nos compatriotes aspirent à vivre. Le sondage IFOP, Jérôme Fourquet, qui est sorti en juillet dernier, il y a deux chiffres que j'ai retenus. Le premier, c'est que 85% de nos compatriotes aspirent à vivre dans une ville à taille humaine. On n'aurait pas pu imaginer ces taux il y a quelques années encore. Mais ce qui est plus intéressant parmi ces 85%, c'est que les jeunes actifs, alors c'est en dessous de 35 ans, qui habitent dans les grandes villes, 35% d'entre eux souhaiteraient habiter dans une ville moyenne ou plus petite, à taille humaine. Si on fait un ratio mathématique, c'est 500 000 jeunes actifs. Naturellement, il n'y a pas 500 000 jeunes actifs qui, du jour au lendemain, vont pouvoir déménager ou aller dans la ville de leur rêve, le conjoint, le travail, les obligations familiales, etc., etc. Mais ça veut dire que c'est très encourageant parce que c'est une tendance de fond.
Alors ce que l'on voit aujourd'hui, ce que constate Orpi depuis un moment dans ces chiffres, c'est que l'immobilier se consomme autrement dans le monde d'après. On est plus agile, plus souple et dans des délais de plus en plus courts, avec beaucoup plus de réactivité. Nadia Ozano, qu'est-ce qu'ils veulent les clients au niveau de leurs conseillers immobiliers? Quelles sont leurs attentes? Alors, ils ont trois critères, 3 attentes parmi les 6 qu'on leur avait proposés. La première, c'est la rapidité de la transaction, qui est citée par 6 Français sur 10. On nous cite ensuite en deuxième position la garantie d'être bien accompagné dans son projet, même après la transaction, des honoraires fixes ou à la carte. Et puis, ce qui est intéressant dans ces critères, c'est qu'il y a une vraie segmentation en fonction de l'âge. Les plus âgés se positionnent plutôt sur la rapidité de la transaction, alors que les plus jeunes sont plus nombreux, et ça nous paraît assez logique, à souhaiter une mise à disposition de services à valeur ajoutée, type simulation 3D, visite virtuelle, ou également à souhaiter une dématérialisation de la relation avec des choses comme des espaces clients, des rendez-vous en ligne, ou ce genre de choses. C'est pas bizarre ça que les plus jeunes soient les moins pressés finalement? C'est une observation qui... Alors, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas pressés, ça veut dire que parmi ces populations, ils sont plus attentifs que la moyenne à ces 2 critères, donc de services à valeur ajoutée et de dématérialisation. Alors on voit que les Français veulent des parcours clients plus simples, plus user-centriques, des outils qui font gagner du temps, qui ramènent l'agent immobilier à son rôle de conseil, c'est ce que vous venez de vous dire. Agathe Machavoine, vous, quand vous avez conçu Hublot, est-ce que vous avez intégré toutes ces attentes? Quels sont les atouts de la solution que vous proposez? Alors effectivement, Hublot est un logiciel de gestion locative à destination des grands bailleurs et des administrateurs de biens. Et quand nous l'avons conçu, nous sommes allés rencontrer les utilisateurs. Les utilisateurs, c'est bien sûr les administrateurs de biens, mais c'est aussi les locataires. Et on s'est basé, justement, ça reprend le sondage que vous avez dit, sur la dématérialisation et finalement des choses aussi simples qu'un calendrier partagé. En fait, il y a des attentes de la part des locataires pour, par exemple, tout simplement visiter un logement, de calendrier partagé comme on pourrait avoir sur Doctolib ou sur d'autres choses pour, par exemple, les rendez-vous commerciaux. Et c'est des choses toutes simples, mais qui nécessitent simplement d'aller voir les utilisateurs et de leur demander ce qu'ils attendent. Alors, quand on a conçu Hublot, on est allé voir du coup bien sûr les locataires, comme je vous le disais, mais on est aussi allé voir les administrateurs de biens. Puisqu'en fait, la démarche user-centric, c'est-à-dire de mettre l'utilisateur au cœur du process de réflexion de la création d'un logiciel, c'était aussi dans une logique B2B. Parce qu'on a l'habitude de se dire qu'un outil B2B doit être moche ou globalement ressembler à un tableur Excel. Et bien en fait non, puisque c'est des utilisateurs qui ont des habitudes d'utilisation qui sont Instagram, qui sont justement Doctolib, et qui du coup ont une attente sur l'usage des outils qu'ils utilisent. Et on a essayé de prendre en compte tout ça pour que l'outil soit beau, agréable à utiliser, facile et simplifie la relation. Merci beaucoup. Christine, qu'est-ce que ça vous inspire, cette façon de voir les choses d'Hublot, en mettant le beau au centre, le client et le beau dans le discours? Alors, c'est évident que le beau facilite l'usage et qu'il est important qu'on ait une vraie liaison avec les outils. Et ce virage du digital, il a été pris par des entreprises comme Orpi depuis maintenant de nombreuses années, mais c'est vrai qu'on est obligé de maintenir cette exigence et en permanence ou réinventer de nouveaux outils, avoir de nouveaux outils, tant à destination de nos clients qui sont très demandeurs dans leur parcours, mais également, et on en parlait tout à l'heure, également à destination des conseillers, notamment en agence et des personnels des agences immobilières. Parce que ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que le temps que l'on va gagner grâce à tous ces outils, cette fluidité que l'on gagne avec ces outils, c'est autant de temps que l'on peut consacrer à l'écoute de nos clients, à l'accompagnement de nos clients. Et c'est une vraie demande. On a aujourd'hui une augmentation, on l'entend, du besoin d'accompagnement des clients, tout simplement parce que le parcours immobilier, aujourd'hui, correspond à plus une valeur d'usage qu'à une valeur même de propriété. C'est-à-dire que je consomme l'immobilier aujourd'hui un peu comme je consomme la voiture. C'est-à-dire que je veux l'utiliser pour le format ou à l'endroit dont j'ai besoin à un moment donné. Mais on n'est plus sur des projets de vie de 40 ans, disons je fais une résidence principale et puis je ne ferai que ça. Donc il faut qu'on soit capable d'être là. On cible à peu près une rotation tous les 5-7 ans aujourd'hui au niveau de l'immobilier qui était plutôt de l'ordre de 7 à 10 ans il y a encore quelques temps. Ça veut dire qu'on rencontre et qu'on a des points de rencontre plus fréquents tout au long de la vie de nos clients et de leur parcours.
et qu'il faut être là à chaque point de rencontre. Donc on a peut-être aujourd'hui 5-6 points de rencontre parce que il va être locataire et puis après il va être propriétaire, il va revendre, il va vouloir investir. Voilà, donc les temps changent. C'est ces données-là que le conseiller immobilier doit intégrer dans le monde d'aujourd'hui. Un des enjeux majeurs aujourd'hui, c'est aussi de détendre le marché, de rassurer l'ensemble des parties prenantes, qu'on soit investisseurs, bailleurs, locataires, vendeurs, acheteurs. Voilà, tout le monde a besoin d'être rassuré. Comment vous vous y êtes pris chez Orpi concrètement pour rassurer l'écosystème de l'immobilier ? Alors d'abord, avant de parler d'Orpi, il y a une première question, parce qu'il y a le marché de la transaction et le marché locatif et de l'investissement. Sur le marché de la transaction, l'enjeu il va être d'abord des banques, c'est-à-dire que si on veut rassurer, et on ne peut pas exclure une partie de la population, l'accès au crédit pour les primo-accédants va être un enjeu colossal. On voit qu'il y a des critères d'octroi qui se durcissent, et si ces jeunes-là ne peuvent pas accéder au logement, on va avoir un marché qui se paralyse. La deuxième chose, c'est que les cycles de vie immobiliers sont de plus en plus réduits. La relation logement aujourd'hui est beaucoup plus dans une relation de consommation, les parcours sont plus longs et qu'il faudra à un moment donné que l'État et le gouvernement se penchent sur les frais de mutation parce qu'elles engagent des sommes importantes et qu'on est sur des cycles plus courts. Donc il faut imaginer qu'on ne puisse pas retrouver dans la revente du bien les frais de mutation qu'on aura engagés, donc il faudrait vraiment se pencher sur ce sujet. Nous, chez Orpi, l'enjeu, on l'a adressé d'abord sur le marché de l'investissement. On a aujourd'hui des populations qui sont inquiètes, c'est les investisseurs. Elles sont inquiètes parce qu'elles ont toujours une peur à la fois de ne pas toucher leur loyer et elles ont une peur de la dégradation du logement. Et de l'autre côté, vous avez des populations de locataires qui ont de moins en moins de possibilités d'accéder au logement parce que là aussi la relation au travail a changé. Le CDI était le Graal. On a aujourd'hui des jeunes qui sont dans des recherches de beaucoup plus de souplesse, qui recherchent plutôt des contrats courte durée, qui sont dans une mobilité, l'entrepreneuriat s'est développé, et on avait des populations qui ne pouvaient pas accéder au logement. On a mis en place un dispositif de garantie qui permettent d'un côté de rassurer l'investisseur, puisqu'on lui garantit le paiement du loyer à date fixe, quelle que soit la situation, est-ce que le loyer est payé ou pas, en tout cas on prend cet engagement-là. Et pour les locataires, on a une palette aujourd'hui de produits qui permettent d'adresser à des profils qui avant étaient en difficulté d'accès au logement, de pouvoir beaucoup plus trouver le logement locatif de demain. Et ça, c'est un enjeu sociétal parce que ce modèle du CDI est en train de changer. Il faut que les entreprises changent, il faut que les assureurs changent, il faut que les banques évoluent aussi, il faut que le gouvernement puisse adresser ces sujets-là. Ce modèle, il change du CDI, vous adressez de plus en plus de monde. Les laissés de côté au niveau de l'accès au logement, ils sont de moins en moins nombreux, mais ils sont toujours là. Comment on peut comment on peut améliorer les choses ? Il y a 4 millions, je crois à peu près 4 millions de profils qui sont dans des profils auto-entrepreneurs, indépendants. Donc comment on fait pour leur donner accès au logement quand le CDI est le Graal ? C'est pour ça qu'on a travaillé un produit de garantie qui élargisse les critères, qui permettent même éventuellement à ce que ça soit le locataire qui paye une assurance pour sécuriser son propriétaire bailleur, mais faire en sorte qu'il puisse accéder au logement, parce qu'on avait une population qui se retrouvait en souffrance. Voilà, on l'a mis ça en place en juin. Aujourd'hui, on a déjà adressé plus de 4000 dossiers. Merci. Alors si on devait synthétiser ce qui vient d'être dit, on dirait que les clients d'Orpi, les Français, vivent l'immobilier autrement et que le rapport à la ville a changé. Aujourd'hui, on privilégie les villes à taille humaine et la proximité, mais tout en jonglant avec les outils digitaux. On dirait aussi que l'offre dans ces villes moyennes n'est peut-être pas assez nombreuse pour répondre aux nouvelles attentes des Français. Mais alors justement, est-ce que l'action des territoires peut vraiment avoir un impact positif ? Eh bien, on a posé la question à Roland Michel-Buezo. Il nous apporte des exemples concrets, un éclairage sur ces villes qui ont connu une évolution positive. Et je rappelle qu'il est directeur du programme Action Cœur de Ville. Les centres-villes bougent, les villes bougent, elles attirent de nouveau des investisseurs. Et vous savez, il n'y a rien de plus satisfaisant pour nous quand on voit un promoteur, un investisseur acheter, rénover, construire des logements, parce qu'il y a une très forte demande. Beaucoup de maires me disent aujourd'hui, et je me déplace plusieurs fois par semaine dans les différentes villes du programme Action Cœur de Ville, qu'ils ne peuvent pas répondre à la demande. Non pas, bien sûr qu'il y a des logements vacants, mais ces logements ne sont pas sur le marché. Ou qu'il y a peut-être des logements qui se construisent, mais ils ne sont pas encore sur le marché.
Et que donc, ils doivent faire face, paradoxalement, alors que nous avons des centaines de milliers de logements vacants en France en général, et aussi dans nos villes moyennes, c'est qu'il n'y a pas assez d'offres de qualité pour répondre à toutes les demandes des salariés, des employés, des familles, des seniors, des jeunes cadres, des jeunes étudiants qui souhaitent habiter dans ces villes. Et deuxièmement, il ne faut pas raisonner uniquement logement sur le logement. C'est tout un ensemble. Quand par exemple à Mont-de-Marsan, la municipalité va entreprendre la rénovation d'un immeuble emblématique qui était les Nouvelles Galeries. Vous savez, dans beaucoup de nos villes, il y avait des Galeries Lafayette, des Nouvelles Galeries, enfin, ces grands magasins qui étaient, avec d'ailleurs un patrimoine tout à fait exceptionnel et qui, au fil du temps, se sont un peu amenuisés. Ben, cette rénovation des Nouvelles Galeries qui est engagée, où il va y avoir du commerce, mais aussi un hôtel, mais aussi un tiers-lieu, mais aussi une résidence étudiante, va non seulement permettre d'offrir plus de logements, mais va, je dirais, contaminer positivement l'ensemble du quartier qui va aussi se rénover. Et quand, dans le même Mont-de-Marsan, ils vont créer une voie entre la gare et le centre-ville qui va quasiment permettre de libérer du foncier pour offrir en plein cœur de ville des nouveaux espaces d'urbanisation comme d'espaces verts. Ça va non seulement être un lien direct avec cette opération d'aménagement, mais ça va être aussi tous les immeubles et les villas autour qui vont bénéficier de cette dynamique. Quant à Niort, la municipalité, sur un terrain qui était un peu vague, une sorte d'immense parking de fête, enlève tout ça et on fait un parc naturel et culturel de plus d'1 hectare en pleine ville. Eh bien, tous les immeubles autour ont commencé à se rénover parce ça devenait intéressant. Et puis que les restaurants, les magasins qui étaient fermés, eh bien, ils y réouvrent parce que ça devient un lieu d'attraction et un lieu où on a envie de vivre. J'étais récemment à Roanne. À Roanne, vous avez, il y avait deux choses que j'ai trouvées tout à fait exceptionnelles. D'abord, des investisseurs locaux qui achetaient des bâtiments en friche sans les détruire pour en faire des logements, sociaux ou privés. C'était tout à fait remarquable. D'abord parce que c'était des investisseurs locaux qui de nouveau croyaient en leur ville et qui avaient envie d'investir leur argent et leur temps pour le rayonnement de leur ville et l'attractivité de leur ville. Et deuxièmement, des bâtiments qui étaient vides et qui étaient moches deviennent des bâtiments très intéressants parce que j'ai inauguré avec le maire et l'ensemble des acteurs locaux et Action Logement qui a financé cette opération, des bâtiments des logements qui étaient tout à fait exceptionnels et qui donnaient envie de vivre en ville. Et voilà pourquoi nous pouvons être confiants sur le fait que, dans le cadre aussi d'une reprise de l'activité en France, à la fois de relocalisation, mais aussi de développement des nouvelles formes d'activité et des nouvelles formes de travail, dont le télétravail. Mais le télétravail est un des phénomènes sur un ensemble beaucoup plus vaste de nouvelles organisations du travail. Nos villes moyennes ont une carte immense à jouer, et je pense que c'est ce quoi comprennent de plus en plus nos compatriotes. Christine Fumagalli, qu'est-ce qu'elle vous inspire, ces actions cœur de ville ? Alors ce qui est certain, c'est que l'afflux des populations vers ces villes moyennes, forcément ça crée un boom de l'immobilier et on s'aperçoit que c'est très positif pour toutes ces villes. À condition qu'elles aient eu la présence d'esprit d'entamer une vraie rénovation, comme le dit M. Michel Blaiseau, il faut qu'elles s'adaptent à ces nouvelles demandes de clients. Quand on parle de télétravail, ça veut dire que ne serait-ce que l'accès au télétravail, si on n'est pas câblé, si on n'a pas du numérique qui fonctionne correctement, c'est juste pas possible. Donc il y a un vrai challenge pour ces villes. Moi je voudrais revenir sur 3 villes dont il a parlé. Si on regarde Roanne, on s'aperçoit que l'offre a tout simplement explosé. On a une évolution de plus 16% du prix moyen dans cette ville depuis 1 an. Donc c'est colossal. On a Niort où on a doublé en volume de transactions. 2% sur les prix. Le prix pour l'instant sont raisonnables, mais voilà, c'est à surveiller de très près. Pareil, Mont-de-Marsan, il en a parlé, on est à plus 16% en volume de compromis. Donc on a vraiment un boom dans ces villes-là. On s'aperçoit que sur les 222 villes d'Action Cœur de Ville, je pense qu'on l'a vu sur les chiffres qui ont été donnés, on en a 138 qui ont vu le prix de l'immobilier grimper sur les derniers 12 mois. Donc à surveiller de très près pour ne pas recréer de fractures.
Et il faudrait effectuer, de refaire une fracture comme on l'a pu le connaître avec la métropole. Alors, l'avantage d'avoir cette cartographie qui se redessine, on a un peu le sentiment qu'elle se lisse et qu'elle devient un peu uniforme partout, et c'est une très bonne chose. Attention par contre, voilà, ces fractures, à pas recréer des fractures en local, avec des prix de l'immobilier qui ne seraient plus accessibles aux gens en local. Attention effectivement à ne pas aller vers un creusement des inégalités. Comment on peut prévenir ce phénomène ? Stéphane Mouquet ? Pour moi, il y a un enjeu des politiques locaux. C'est-à-dire que comment on peut éviter ? D'abord, je pense qu'elle s'est accélérée, cette fracture, pendant la Covid. Le cadre de vie a été un vrai révélateur pendant cette période d'enfermement, finalement. Et ceux qui ont décidé de changer de cadre de vie, c'est souvent les privilégiés. C'est-à-dire pouvoir partir à la campagne et faire du télétravail, l'ouvrier va avoir beaucoup de mal. Donc là où il y avait déjà des inégalités, je trouve, sur le logement, elle s'est accélérée pendant la période du Covid. La birésidence, partir à la campagne, c'est évidemment plutôt l'apanage des cadres supérieurs. C'est plus facile pour eux. Et donc là, il y a un vrai enjeu, c'est de pouvoir recréer un tissu social dans les collectivités. Se pose la question de l'offre. Et pour pouvoir avoir une offre qui est plus riche, il va falloir que les communes libèrent le foncier. Le deuxième enjeu, c'est la fracture numérique. Il y a encore beaucoup de zones blanches. Il va falloir le réduire. Et puis, la mobilité, le transport, parce que là aussi, on peut s'éloigner, mais il va falloir investir aussi pour permettre à ce qu'on puisse aller dans des territoires plus facilement et pouvoir rejoindre son lieu de travail. Donc c'est une période qui a été révélatrice, qui pour moi a accéléré vraiment la fracture immobilière, et que c'est un enjeu de société. Je pense qu'on n'entend pas assez le gouvernement prendre en compte ces sujets, parce que c'est un sujet qui touche l'aménagement du territoire, mais donc bien plus global que le logement. Et je pense que c'est un vrai enjeu de société. Alors on est à 6 mois d'élection présidentielle. Voilà, quelle est la vie qu'on prévoit pour les jeunes dans 10 ans. Ça sera intéressant. Christine, est-ce que vous pensez que les pouvoirs publics est-ce que vous pensez comme Stéphane que les pouvoirs publics n'ont pas assez pris conscience de ces nouveaux phénomènes, de cette fracture qui se dessine ? Alors, qu'ils en aient pris conscience, je pense que si. Qu'ils en mesurent l'impact et l'urgence, là je suis un petit peu moins sûre de moi. On s'aperçoit et on le constate dans les stats qui ont été données, et sur le terrain, c'est au quotidien, toutes ces villes qui ont su prendre, comme Action Cœur de Ville, qui ont su prendre le train à un moment donné de la rénovation, mais ça veut dire que ça fait 10 ans qu'ils y pensent et qu'ils y travaillent. On le voit aujourd'hui, bénéficient directement de l'envolée des villes moyennes. Contrairement à celles qui n'ont pas pu, n'ont pas voulu, parce que faut-il encore avoir une municipalité, en tout cas des élus qui veulent prendre le train et le taureau par les cornes, on s'aperçoit que ces villes-là, aujourd'hui, sont en déficit, parce que qui dit pas de transport, qui dit pas de commerce, dans les centres-villes, on n'attire pas les jeunes populations et effectivement les populations en résidence principale. Donc pour moi, le vrai enjeu et la vraie priorité, ça va être de faire en sorte qu'il n'y ait pas deux vitesses en France, en tout cas une France à 2 vitesses dans le logement, avec ceux qui auront fait ce qu'il faut pour capter tous ces nouveaux arrivants, et ceux qui de toute façon vont avoir 10 ans ou 20 ans de retard, qu'on aura beaucoup de mal à récupérer. Si on veut que l'accès au logement soit pour tous, ça passe par là. Et là, je ne suis pas certaine que nos élus et que le gouvernement en aient bien pris la mesure. En tout cas, ça passe par un lissage de cette nouvelle cartographie immobilière. C'est évident. Merci à tous. Eh bien, cette émission touche à sa fin. L'Observatoire by Orpi en direct de la Reine Chanel, eh bien, c'est fini. Merci d'avoir été avec nous. Merci Christine Fumagalli, présidente d'Orpi. Stéphane Mouquet, directeur général. Merci aussi Odia Ozano, directrice générale adjointe d'Opinionway. Et puis, bien sûr, merci Agathe Machavoine, fondatrice d'Hublot, d'avoir pris le temps d'être avec nous aussi aujourd'hui. Et puis, on remercie également Roland Mouchel-Blaiseau, le préfet et directeur du programme Action Cœur de Ville, pour son intervention à distance. Très bonne journée, très bon Rent à tous. Et puis, cette émission, vous pouvez la revoir sur la Rent. Et cette émission, vous pourrez la revoir sur l'espace presse, ainsi que l'ensemble des données qui vous ont été présentées sur l'espace presse d'orpi.com.
Merci.